à tous et bienvenue dans Souvenirs décollés. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Olivier de Benoît. Bonjour Olivier. Bonjour Malika. Alors, tu es humoriste, ta carrière a démarré dans les années 2000. Ouais. Tu as été le premier candidat de l'émission On ne demande qu'à en rire. Exactement. Le tout premier. Exactement. Et d'ailleurs, tout de suite, je fais un lien avec le thème de l'émission, c'est qu'on a été un peu à l'école. Bah oui. Tu vois, c'est un peu, si Poudlard, c'est pour les magiciens, on va dire qu'on ne demande qu'à en rire, c'était pour les humoristes. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 36 ans. Donc j'étais déjà vieux et c'est vrai que... C'est mon âge dans un mois. Ouais, non, mais tu vois parce que voilà, parce que j'étais avec des jeunes comme Kev Adams, qu'on avait 18, donc j'avais l'impression déjà d'être hors norme. Et c'est vrai qu'on a, grâce à Laurent Ruquier, on a été à l'école des humoristes, c'est-à-dire que on s'est construit sketch après sketch et ça a duré 2 ans. Mais à 36 ans, c'était pas désagréable de retourner à l'école? Non, c'était, on va dire que tu sais, c'est un nouveau bain de jouvence, mais j'ai vraiment appris mon métier là-bas. Puis il y a eu la télévision, des pubs, des spectacles, et là il y a le petit dernier. Voilà, exactement. C'est le nom du dernier spectacle. C'est exactement. Que tu joues un peu partout en France? Que je joue encore pendant quelques mois et avant d'attaquer le nouveau spectacle qui est presque fini et qui est l'année prochaine. Donc voilà, la suite là, c'est l'écriture d'un nouveau spectacle. Exactement. C'est vrai que c'est un métier où c'est le seul métier où on a des dates, on a une programmation sans avoir encore écrit le spectacle. C'est assez flippant, non? Mais sinon ça marche pas en fait. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs un peu comme à l'école, c'est parce qu'on a des examens qu'on travaille. Voilà. Et je pense que les élèves travaillent parce qu'ils ont des examens. Et voilà, c'est parce qu'il y a des interros, c'est parce qu'il y a des devoirs que ça leur impose d'apprendre. Donc voilà, c'est une bonne façon. C'est vrai que si on me donnait pas une date, moi je dois être prêt en décembre là. Là, toi, tu dois être prêt en décembre. Voilà. C'est pour ça que je viens chercher un peu de l'inspiration en te regardant. Me dit, est-ce qu'il n'y a pas des vannes? Sympathique. Il n'y a pas de souci. Je suis un objet de rigolade. Il n'y a pas de souci, beaucoup d'autodérision. Donc justement, juste après nous, tu vas écrire pour de vrai, tu as rendez-vous. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Non, peut-être une rubrique chez School, mais peut-être prendre ta place. Pourquoi pas, oui. Tu vois, faire un mi-temps. Non, je sais pas. Je fais de plus en plus de fiction. Là, j'étais dans Les Bracelets Rouges. Là, j'ai joué dans Capitaine Marlowe. Et je suis en train de décrire le film dans lequel je vais jouer. Et voilà, ça c'est une autre corde à mon arc que j'aimerais développer. Voilà. Bon, on arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit retour en arrière. Noir et blanc. Où est-ce que tu as grandi? À côté de Reims, à Ronay, dans un petit village. Et j'étais à l'école à Reims, voilà. Quelle enfance tu as eue là-bas? Merveilleuse. J'ai 6 frères. J'ai 6 frères. Que des frères? Que des frères. Ma mère n'a gardé que des garçons. Ok. Voilà. Donc en fait, on était à la campagne. Voilà. Donc ma vie, c'était aller chercher des poules, des œufs dans le poulailler le mercredi à la ferme. C'était jouer dans les ballots de paille. C'était le vélo, la forêt. C'était que ça. Donc j'ai eu une enfance absolument extraordinaire comme dans. Mais c'est possible de bien s'entendre quand on a 6 frères? Oui. Avec chacun, on s'entend aussi bien? Oui. Non, mais c'est vrai qu'en fait, l'avantage d'être dans une famille nombreuse, c'est que rien n'est grave, rien n'est important. Voilà. On n'est pas du tout matérialiste, et c'est là où j'ai appris. Tout partager en fait. Voilà, on est obligé de tout partager. Et en plus, c'est là où j'ai appris mon métier. Parce qu'en fait, c'est là j'ai commencé à faire rire mes frères. D'accord. Donc c'est une vocation jeune. En fait. Ouais, et 6 frères, 2 parents, ça faisait déjà 8 spectateurs. Et j'en ai eu donc pendant ma jeunesse plus que pendant de nombreuses années. Quand j'ai commencé, les salles étaient encore plus vides. Et à quel moment tu sens que tu fais rire? À quel âge? Depuis toujours. C'est vrai que c'est marrant parce que je pense que ça ne s'apprend pas, le rire. Je pense qu'on est drôle ou on n'est pas drôle. C'est une grâce qu'on vous donne. Et moi, la magie, c'est que cette grâce, j'en ai fait mon métier. Donc c'est rare de pouvoir faire d'un talent une vocation. Quel genre d'élève t'étais? Ni bon ni mauvais. Le moyen, c'est-à-dire que, je pense que j'étais ni bon ni mauvais. J'ai pas de souvenirs. Alors pour l'école, j'ai pas de souvenirs incroyables. C'est marrant parce que c'est comme si il y a rien qui sort de toutes ces années-là parce que j'étais pas très courageux, donc je faisais pas des conneries. Pas dissipé. Non, je suis pas le Belmondo. T'es pas le rebelle. Accroché aux fenêtres, etc. Et en même temps, je faisais rire. Voilà. Tout le souvenir, c'est que je faisais rire. Déjà, c'était mon art. Force, je faisais rire les profs, donc ils étaient cool avec moi. Et voilà, donc j'étais dans une école chez les Jésuites, à Reims, dans une école non mixte. Donc c'est vrai que ce que j'expliquais d'ailleurs dans mon premier texte, j'étais dans une école non mixte, je n'avais que des frères. Oui, là c'est que des hommes toute ta vie. Quoi. Et donc voilà, donc j'ai été entouré
de mecs. Peut-être les professeurs, peut-être. Alors, il y avait quand même quelques Parfois, professeurs. tu voyais des femmes. Non, mais c'est vrai que non, mais tu vois, comment tu peux être conditionné. Et c'est vrai que naturellement, pour un spectacle que j'ai fait, c'était sur les rapports hommes-femmes, mais c'est vrai que c'était un sujet où je voyais, j'avais un regard biaisé, parce qu'évidemment, je faisais du scoutisme aussi. Donc, évidemment, donc, qui n'était pas mixte. Donc, c'est vrai que c'était voilà. C'était une. Voilà, je me suis tu gardes que des bons souvenirs de son enfance. Oui, je garde que des bons souvenirs de mon enfance, parce que j'aimerais dire que souvent les humoristes, ça leur arrive des souffrances jeunes qui leur permettent tu vois, l'histoire de faire rire leur mère qui était triste parce qu'elle était déprimée, etc. Il y a des enfants comme ça qui ont trouvé des ressorts comiques pour pouvoir aider parce qu'eux-mêmes étaient tristes, etc. Moi, alors peut-être que, alors c'est vrai qu'il m'est arrivé un truc, c'est que quand j'avais 9-10 ans, j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai été pendant un week-end, je ne sais pas si je vivrais, etc. ou pas. Et donc peut-être que ça, c'est un événement peut-être qui a aussi, je sais pas, qui a changé des choses chez moi. Donc voilà, il m'est pas arrivé grand-chose sauf ça. Quand même, oui, quand même, c'est vrai quand même. Et sinon, non, mais oui, c'est les familles sans problème. Mais tant mieux. J'aimerais raconter un truc horrible, mais alors on m'a piqué mon doudou. Ça c'est faux. Je sens que c'est faux. Je sens le mensonge. Si je te demande un souvenir d'écolier précis là tout de suite à nous partager. C'est en 5e. Un professeur qui regarde School, donc je le salue. Ah bon? Il s'appelle Monsieur Pechnard et qui lui nous avait fait. C'était un fan absolu de Tolkien. Ouais. Et chaque année, il demande à la classe de réécrire le Bilbo le Hobbit. C'est pas très facile. Et non, et donc on était par groupe, on écrivait des chapitres, on dessinait, on faisait des maquettes, etc. Et toi, t'aimais bien ça? Et ben, si tu me demandes un souvenir précis, ben ça, par exemple, j'ai trouvé que c'était d'une magie. Alors c'est bien avant les films, etc. Et surtout qu'en plus, toi, tu aimais écrire. Oui, bien sûr. Donc ce type était suffisamment fou pour nous emmener là, voilà. Ça, c'est un souvenir. D'enseignement efficace. J'ai un autre souvenir, c'est que j'ai fait toute ma scolarité dans une école non mixte et ma terminale, je suis allé dans une école publique mixte, évidemment. Oh là là. Et là, pour la première fois, voilà, j'ai vu des femmes, j'ai vu des filles, donc je savais pas comment ça marchait, donc voilà, Est-ce que ça t'a déstabilisé? Mais j'étais très ému. Non, mais c'est vrai que c'est très drôle. C'est très drôle. C'est vrai que ça a été ma. Non, mais ça doit peut-être presque déranger la scolarité quand t'as jamais étudié avec des femmes. Non, mais c'est vrai qu'on était. On était effectivement dans un. Voilà, on faisait des soirées. C'était une grande fraternité. Donc voilà. En tout cas, ma terminale, je l'ai fait dans cette école. Donc voilà, ça m'a. T'as eu le bac, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Non, mais tu vois, typiquement, j'ai eu le bac à 10,00. Oui, Tu vas avoir 9,9. Ils ont dû rajouter quelque chose pour l'avoir 10. Tu vois, il n'y a aucune flamboyance. Si tu veux, c'est juste ric-rac. C'était tranquille. Voilà, ça correspond exactement à mon enfance, c'est-à-dire que c'est sans histoire. Et on te mettait pas la pression pour que tu aies des bonnes notes? Non, parce qu'en fait, quand tu as une famille nombreuse, tu t'occupes des urgences et j'étais pas une urgence. Donc en fait, voilà. Donc j'étais un élève. Tu te situes où entre tous les frères? Je suis le 3e. Ok, oui, donc vraiment. Et d'ailleurs, dans le spectacle, je le dis, la place de l'enfant dans la famille conditionne énormément la suite. J'explique par exemple, l'aîné, c'est le prototype. C'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse aux chiens. Horrible. C'est quoi, toi, t'es combienième? Je suis l'aîné. T'es l'aîné. Pardon, je ne pouvais pas savoir. Non, mais tu vois. J'ai pas cette sensation-là, on n'est que 2. Parce que le second, tout le monde s'en fout. J'explique que si voilà, l'aîné, les parents bossaient pour l'aîné, pour le second, il se relâche. Le second, il est livré à lui-même. C'est un paria, il est souvent moche. Bon. Et le 3e, alors, les parents retrouvaient l'énergie. Son second n'est pas les 2 aînés. Le 3e, il est ouvert, intelligent et très beau. Et évidemment, je suis 3e. Voilà. Donc, parce que c'est vrai que, non, mais en plus, je le crois, dans une famille nombreuse, je suis sûr qu'en fonction de la place que tu as, c'est évident, tu n'as pas, par exemple, les aînés, on leur dit qu'il faut être responsable. Le second, ils sont plus détendus quand ce sont les petits derniers. Donc je pense que par exemple, le 2e peut-être chez toi et la 2e, elle a peut-être aussi. Non, mais mon père, où ils sont 3 et où il est l'aîné, il m'a dit qu'il avait eu toute sa vie une pression énorme. Oui, fais pas des conneries. Soit tu arrêtes de faire l'enfant. Mais ça inhibe en fait au final. Voilà, et donc ça souvent, c'est des DRH souvent ou des présentateurs télé. Est-ce qu'il y avait une matière que tu préférais? J'aimais beaucoup les maths. Ah ouais? C'est la première fois que quelqu'un nous répond ça ici. J'aimais beaucoup les maths et j'adorais la philo. Mais j'étais nul en philo. Mais j'ai eu le meilleur prof du monde, j'étais le dernier en philo, mais j'adorais la philo. J'adorais les concepts. Avoir des mauvaises notes. Hein? J'adorais avoir des mauvaises notes. Non, mais j'ai horrible. Non, mais j'avais un niveau nul, mais j'ai adoré ça. J'ai adoré la philo. J'ai adoré. J'ai voulu faire une hippocane, ils m'ont pas pris parce que j'étais dernier. Mais ces concepts-là, ces réflexions, voilà, j'ai trouvé que c'était, on allait ailleurs. Mais bon, voilà.
Est-ce que tu as une matière cauchemar? La matière cauchemar, c'était la biologie. C'est très précis. J'ai toujours. Et donc, quand j'apprends à mes enfants des trucs, dès que c'est la biologie, je renonce. Je ne comprends pas cette matière. Je comprends l'intérêt de cette matière. Quand tu n'aimes pas, il faudrait pouvoir dire on oublie. C'est ça et la chimie. La chimie. C'est un peu pareil pour les matières scientifiques. Oui, la limite. Voilà, je ne serais pas scientifique. Je ne serais pas Elon Musk. Tu es humoriste. Ouais. Est-ce que plus jeune, il y a un autre métier qui te faisait rêver? Oui, je voulais être policier. D'accord. Voilà. Parce que j'étais un énorme fan jusqu'à 12-13 ans de Starsky et Hutch. D'accord. Donc j'avais la voiture, on se faisait les répliques, etc. J'aurais adoré être policier. Et j'ai beaucoup d'admiration, d'ailleurs, pour les policiers aujourd'hui, et pour la gendarmerie, et pour les militaires, parce que j'ai une lignée de militaires sur 10 générations. Donc voilà, on a été élevés un peu comme ça. Et après, tu as fait des études de droit? J'ai fait 5 ans de droit. Je suis allé à Sceaux à Paris 11. Et là, j'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais en droit. Et donc là, j'ai voulu devenir avocat. Oui, j'ai eu à l'époque, on parlait de 3e cycle. Je fais un 3e cycle et de droit des affaires. Et je faisais de la magie en même temps. En première année, j'ai commencé à faire de la magie, donc j'étais magicien assez vite. Et donc je travaillais dans les bars, etc. L'idée à la base, c'est que tu voulais être avocat. Je voulais être avocat, mais la magie m'a permis de me défrustrer parce que j'adorais jouer, etc. C'est à ce moment-là, en fait, que tu commences la scène. Exactement. En même temps que tu fais. Je ne savais pas, mais je faisais du one-man show sans le savoir. Quand je faisais un tour de magie à une personne, eh bien, j'étais déjà en situation de one-man show, je les faisais marrer, etc. Et très vite, j'ai commencé à gagner ma vie. Et après, s'est posé la question, est-ce que je deviens humoriste ou est-ce que je deviens comédien magicien ou est-ce que je deviens avocat? Et j'ai, pendant longtemps, venant d'une famille qui formait des généraux et pas des artistes, j'ai été tiraillé. Tu étais le seul artiste de la famille? Oui, absolument. Jusqu'au moment où j'ai fait un casting dans un cabaret où celui qui gagnait 10 jours. Et j'ai dit, si je réussis ce truc, je deviens toute ma vie artiste. Et si je réussis pas, toute ma vie, je deviens juriste. Évidemment, j'ai pas réussi le casting. Évidemment. C'était horrible. On était 7 ou 8. J'étais le dernier. Et le jury devait donner un mot gentil à chacun. Donc, et moi, ils n'avaient rien trouvé de bon. Du coup, ils m'avaient dit que j'étais bien habillé. Donc, tu vois. Oui, c'est sympa. Ils ont quand même trouvé un mot gentil. Mais bon, je leur en voudrais jamais. Mais bon, voilà, donc j'ai continué à être persévérant et je suis devenu, voilà. Et après, j'ai commencé le casting de pub. J'ai décroché une pub assez vite. La pub Opel. Et tes parents, ils sont OK à ce moment-là? Oui, parce qu'en fait, on traite là encore, je le dis tout à l'heure, que des urgences. Et à partir du moment où je gagnais ma vie comme magicien, je pouvais continuer. Finalement, ils font confiance. Oui, parce que de toute façon, non, mais quand tu as des parents intelligents, c'est quand même plus agréable. Et puis arrive l'émission qui change ta vie. Voilà. Non, mais avant, j'ai fait 10 ans on dit qu'il faut 10 ans pour faire un artiste. J'ai pas sauté de classe à l'école non plus, mais là aussi, pendant 10 ans, j'ai loué une salle au début, j'ai les reloué l'année suivante, j'ai réécrit un spectacle, j'ai joué longtemps dans des salles vides avant d'aller au point virgule et après le point virgule d'aller faire un demande qu'en rien. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, tu vois. Et tu fais un casting pour aller Non, c'est incroyable, c'est que j'avais fait un truc, ça le point virgule fait l'Olympia, et puis quelqu'un de la prod m'avait vu, il m'avait dit, tiens, est-ce que tu amuserais? Mais ils n'avaient pas dit que c'était un truc comme ça avec des notes, etc. Ils avaient dit, voilà, tu vas faire un sketch devant Laurent Ruquier, s'il aime bien, tu pourras revenir. Alors, j'ai dit oui. Et puis comme j'étais premier candidat à descendre les marches, j'ai jamais vu les images. Je pense que si je les avais vues après, j'aurais peut-être eu peur de le faire. Mais là, j'ai pas vu les images. Ça doit quand même être stressant d'être le premier. Oui, c'était stressant. Mais c'était stressant pour tout le monde. Et comme j'avais pas le truc, et puis je l'ai eu. Et après, j'ai pas arrêté, j'en ai fait 60 et je dois tout à cette émission. Tu dois tout? Je dois tout à cette émission, évidemment. Et je devrais tout à School, après la diffusion, évidemment, qui va changer ma vie. Donc, et puis c'est surtout que du coup, ça te donne une grosse exposition. Oui. Énorme. Comment tu le gères à ce moment-là? Exposition, c'est-à-dire qu'on passe en 2 mois, on passe d'un connu au point virgule, la salle est pleine sur plusieurs mois, où on commence à signer des autographes, etc. C'est un phénomène de télé-réalité, de télécrochet, pas télé-réalité, de télécrochet. Ça dure, mais comme j'avais 36 ans, j'avais tête froide, donc tu n'avais pas pris la grosse tête? Non, jamais. Jamais. Puis quand je rentrais chez moi, avec mes 4 enfants, tu veux, j'avais pas les... Non, si tes enfants te ramènent à la réalité au bout de 2 secondes, donc voilà, j'ai jamais eu la grosse tête. Justement, on va parler de tes enfants. Avec plaisir. C'est la dernière partie de l'émission. Oh, déjà, non. Déjà? Oui, celle où on m'avait dit que ça durait 1 heure. Non, on m'a dit moins, mais vous pouvez rester 1 heure si vous voulez. Allez en régie, regardez ce qui se passe sur la chaîne. J'ai envie de faire un live. On fera un live après pour les réseaux. Donc tu as 4 enfants. Ouais. L'école, tu n'y es plus depuis un moment, mais du coup, tu connais très bien le système scolaire. Ouais. Quel regard tu portes dessus? Je trouve que le système scolaire est beaucoup plus... on critique beaucoup l'éducation nationale. Il y a un truc qui est vachement bien, c'est que les enfants ne redoublent plus.
aujourd'hui. Ah, t'es contre le redoublement? J'ai redoublé, tous mes frères ont redoublé, et je crois que ça ne servait à rien en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, on redoublait c'est-à-dire que il faut orienter les enfants le mieux possible. Le redoublement, c'est un échec, c'est je suis nul, je redouble, je passe avec les enfants qui ont un an de moins. Ça véhicule tellement de choses, je trouve que par exemple ça c'était génial. Par contre, il y a un truc absolument hallucinant, ma fille a fait Parcoursup, pour ceux qui regardent et qui... Parcoursup est extraordinaire. Elle a 18, et c'est vrai que là ils ont eu Parcoursup, et c'est le jour où ça tombe, où tout d'un coup c'est une pression, c'est un truc, c'est trop, je trouve. Voilà, donc je dirais qu'il y a des trucs qui sont bien, et Parcoursup, il faut qu'il le corrige. Si tu devais changer quelque chose à l'école d'aujourd'hui? Eh bien, je vais jouer les vieux cons, mais je trouve que j'ai toujours aimé le fait de sacraliser les professeurs. J'ai toujours aimé cette idée-là, en fait, et à partir du moment où il n'y a plus on les sacralise plus, c'est le début de la fin. Donc voilà. Et qui doit les sacraliser? Eh ben, c'est-à-dire que ça doit être... j'aime bien l'idée qu'il y a un vrai... je ne sais pas comment ça doit se faire, mais je veux dire simplement, c'est que quand j'entends parler des profs... C'est aussi l'éducation qu'on donne à la maison, alors. Oui, bien sûr, mais ça doit venir de... Mais l'école doit être un endroit, en tout cas, où le prof il est d'ailleurs sur un piédestal, il est plus haut que les élèves, il est en scène, et on doit le respecter absolument. Voilà. Donc c'est quelque chose il faut s'attacher à ça, mais je trouve que l'école républicaine est géniale, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les enfants ne vont pas à l'école, etc. On donne la possibilité en France à un enfant à partir de 3 ans d'être à l'école et d'être pris en charge par le système français jusqu'à 5 ans après ce que j'ai fait, 5 ans de droit. Donc j'ai été à l'école de 3 à l'État français donne l'opportunité de le faire, et ça c'est extraordinaire. Il faut garder ça, et voilà, il faut le sanctuariser. L'école de demain, elle est comment pour toi? L'école de demain, je pense que l'école de demain, ça doit être une école qui doit être qui doit le plus ventilé possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on est généraliste, soit on est dans le système général, soit un système technologique. On a l'impression que c'est pour les bras cassés. Et l'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde, avec le même niveau de satisfaction, et voilà, qui pas les bons, les mauvais. C'est-à-dire que moi, je vois tellement aujourd'hui, par exemple, j'adore des histoires, par exemple, d'un copain qui est maintenant un pâtissier extraordinaire, et qui avait fait un CAP de plomberie. Et après, il s'est retrouvé à faire de la pâtisserie par hasard en terminale, etc. Et aujourd'hui, il est 10 fois plus fort que tous ceux qui étaient dans le système général, mais ils ont toujours cette espèce de sensation d'être sur le chemin de traverse. Bon, voilà. Il faudrait que tout ça soit au même niveau. Je trouve que les études de pâtisserie doivent être aussi valorisées que le mec qui fait des maths. Voilà. On parle beaucoup de harcèlement scolaire en ce moment à l'école. Et notamment, c'est dû aux réseaux sociaux. Ouais. Quel usage, toi, tu fais avec tes enfants des réseaux sociaux? Alors, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont comme 90%, comme 90% des ados. Je crois que 90% des ados sont des voyeurs. C'est-à-dire qu'ils regardent, ils sont pas actifs. Ils sont pas actifs, ils regardent, ils sont spectateurs. Je trouve que c'est absolument détestable, horrible, et c'est d'une violence absolument inouïe. Et je ne sais pas s'il y a une solution, en fait. C'est-à-dire, à part couper... Contrôler l'usage. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est toujours facile de dire en contrôle. C'est quelque part, il faudrait couper... Non, mais même un type comme Elon Musk dit il faut faire attention, etc. Mais il n'y a pas de gendarme. Non, je suis assez pessimiste. Je suis désolé pour cette émission, mais je suis assez pessimiste. Merci. Non, c'est pas ça, mais ou alors il faudrait interdire avant un certain âge les réseaux sociaux, point final. C'est-à-dire que normalement, t'as pas mis une limite d'âge? Non, mais moi ils le font pas, moi vraiment ils le font pas. J'ai pas des enfants qui sont dans cette vague-là. Mais quand je vois sur certains boucles WhatsApp la violence, j'ai lu un article sur la violence des mômes à partir ça commence au primaire, je me dis c'est pas possible déjà qu'en primaire tu aies des enfants qui ont des téléphones et qui puissent s'envoyer des messages et harceler des enfants de 8-9 ans. Comment c'est possible? Voilà, ça commence par là, c'est d'interdire définitivement. C'est l'âge. C'est l'âge, voilà. Est-ce que toi, tu es maintenant assez grande pour avoir... Oui, c'est bon. Merci. Je t'aurais donné des conseils. Je suis connecté. Bon, c'est déjà la fin de l'émission, Olivier. Ah non, arrête tes conneries. Ouais. Ah non, mais je vais revenir. Oh, pas de souci. Mais je sais pas si on salue celui qui vient après, mais je sais qu'Arnaud Demanche... C'est pour la prochaine émission. Ce sera dans la prochaine émission. Donc, restez connectés parce que ce garçon est très brillant. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.